Pendant un dîner de famille avec mes parents, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Lève-toi et pars maintenant. Ne dis rien à tes parents. » J'ai choisi d'obéir au message et c'est ainsi que j'ai découvert la vérité. Le lendemain même, la police frappait à leur porte d'entrée. Ce qui est étrange, c'est à quel point tout semblait complètement ordinaire juste avant que tout s'effondre. Je ne m'attendais pas à des câlins, de la chaleur ou quoi que ce soit d'émotionnel, mais je n'étais certainement pas préparé à ce qui s'est réellement passé. Quelque chose qui, avec le recul, ressemble au piège le plus dangereux qui soit. Quand la vie paraît normale, on baisse sa garde. C'est là que ça vous surprend. J'ai franchi la porte et ma mère a immédiatement crié depuis la cuisine « On est sur le point de manger. Viens, entre, entre ». C'était comme si j'arrivais en retard à une joyeuse réunion de famille. Mon père s'est levé de sa chaise quand je suis entré dans la salle à manger, un instant trop lentement. Comme s'il hésitait, incertain si on se faisait des embrassades maintenant ou si on se contentait de hochements de tête polis. On a hoché la tête. Bien sûr, ma sœur était déjà à table, en train de faire défiler son téléphone avec cette désinvolture adolescente perfectionnée qu'elle conservait encore. Elle a levé les yeux juste assez longtemps pour me remarquer, puis est retournée à son écran, en m'accordant l'attention minimale requise. Ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas là pour conquérir qui que ce soit. La table était bien dressée. Ma chaise avait été tirée pour moi. Un verre m'attendait à ma place, rempli de jus de canneberge comme toujours. Pas agrémenté d'une touche festive, pas mignon ou arrangé, juste du jus ordinaire, celui que j'aimais autrefois. Ma mère m'a souri d'une façon qui semblait faire partie d'une comédie, comme si on jouait à être proche. « Tu aimes toujours le jus de canneberge, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je n'y avais pas touché depuis des mois, mais ce n'était pas le moment d'ouvrir cette discussion. On s'est assis. Ils ont servi le repas. C'était de la cuisine simple, du poulet, des pommes de terre et une sorte de haricots verts que mon père prétendait encore apprécier, bien que nous sachions tous la vérité. La conversation est restée légère. Comment va le travail ? Toujours dans le même appartement ? La circulation est affreuse ces derniers temps, hein ? J'ai répondu. J'ai souri. J'ai même ri quand ma sœur a parlé d'un collègue qui s'était coincé dans les portes tournantes de son immeuble. Pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais jouer mon rôle. La discrète, la fiable, celle qui ne remuait pas les choses. Au milieu de la tirade familière de mon père sur les travaux routiers, mon téléphone a vibré sur mes genoux. Sans y penser, je l'ai regardé sous la table. Le message était bref, pas de nom attaché, pas d'emoji ou de ponctuation décontractée. Juste des phrases se terminant par des points fermes, comme quelqu'un essayant désespérément de paraître calme. « Lève-toi et pars maintenant. Ne dis rien à tes parents. » Je l'ai fixé, puis l'ai relu. La pièce continuait autour de moi, ma mère hochant la tête à ce que disait mon père. Ma sœur mâchant sa nourriture, tout se déroulant comme un dîner de famille normal. Et pourtant, on me disait de partir, comme si la maison s'était soudain transformée en zone de danger. Je n'ai pas bougé, pas tout de suite. Une douzaine d'explications ont traversé mon esprit. Peut-être une blague, une erreur de numéro, une arnaque, ou le début d'une expérience sociale à laquelle je n'avais pas consenti. Mais au fond, je savais que ce n'était rien de tout ça. D'une certaine manière, je le savais tout simplement. « Je reviens tout de suite », ai-je dit en reculant ma chaise de la table. Juste besoin d'aller aux toilettes. Personne n'a posé de questions. Personne n'a même levé les yeux. J'ai pris mon téléphone et suis monté à l'étage parce que la salle de bain du haut avait une porte qui se fermait complètement et se verrouillait sans coincer. Et parce que si quelqu'un devait avoir une conversation privée dans cette maison, ce ne serait pas au rez-de-chaussée. J'ai verrouillé la porte, me suis assise sur le bord de la baignoire et ai regardé le message à nouveau. Puis j'ai appuyé sur « Appeler ». Ça a sonné une fois, puis une voix. « Tu es encore là ?»« Qui est-ce » ? C'est Marc. Marc, le petit ami ou ex-petit ami de ma sœur. C'était dur de suivre. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Sa voix était basse, tendue, comme s'il se tenait quelque part où il n'était pas censé être. « Tu dois partir. Lève-toi simplement. Sors. Ne bois rien. Pars juste. Ne bois pas le jus. »
Ma bouche était sèche. Je n'avais pas touché au jus. Pas encore. Pourquoi? Je ne peux pas. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Il a hésité. S'il te plaît, sors de là. Pas avant que tu me dises pourquoi. Il a dit quelque chose alors. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise là un moment après la fin de l'appel. Assez longtemps pour sentir le froid des carreaux de la salle de bain à travers mes vêtements. Assez longtemps pour savoir que j'avais un choix et que je l'avais déjà fait. Note rapide, cette histoire est protégée par le droit d'auteur de la chaîne YouTube Vengeance, avec Claire. Reposter, redoubler ou modifier sans permission constitue toujours une violation du droit d'auteur. Merci de respecter le travail créatif original. Revenons à l'histoire. Être la grande sœur n'est pas venu avec une cérémonie, juste de la responsabilité, silencieuse, assumée et infinie. Nous avions 3 ans d'écart. Quand nous étions enfants, nos parents nous donnaient 5 € par semaine. J'épargnais les miens. Elle, non. Quelques jours après, elle avait tout dépensé en chewing-gum ou en stylo pailleté ou quoi que ce soit, sur quoi reposait l'économie de l'école primaire. Et puis elle me regardait. C'est là que les adultes intervenaient. Elle n'en a plus. Toi, si. Ne sois pas égoïste. C'est comme ça que ça a commencé. Pas une règle, juste un schéma. Si j'épargnais, on s'attendait à ce que je partage. Si elle dépensait trop, on s'attendait à ce que je répare. Au lycée, j'ai trouvé un job à temps partiel. Juste quelques week-ends dans une pharmacie. Assez pour m'acheter mes propres jeans. Sans dispute. Ma sœur ne travaillait pas. Elle était plus jeune, et personne ne l'attendait à ça. Mais si elle voulait quelque chose en plus, devinez qui était poussé. Elle veut vraiment voir ce film. Elle n'a pas encore son propre argent. Toi si. Il couvrait encore les essentiels, mais tout ce qui allait au-delà devenait mon problème. Quand je suis parti pour l'université, les choses se sont calmées. J'étais occupé, fauché, et à 2 régions de là. Ma sœur était encore au lycée, et pendant un temps, j'ai eu l'impression d'avoir acheté un peu d'espace. Puis j'ai obtenu mon diplôme, décroché un poste de développeuse junior, salaire d'entrée de gamme, avantages basiques, à peine assez pour couvrir le loyer et les remboursements de prêts. Mais pour mes parents, c'était une manne. Les demandes ont commencé doucement. Pourrais-tu aider avec son dépôt d'inscription? Les livres sont si chers de nos jours. Elle est vraiment stressée. Elle venait de commencer l'université, étudiant quelque chose de vaguement lié à la finance. Elle ne travaillait pas, ne gérait pas son budget, ne me demandait pas directement. C'était toujours le schéma. Elle leur demandait et ils me demandaient. Et au début, j'ai dit oui parce que je pensais que maintenant que je gagnais, aider serait plus léger. Ça ne l'était pas. Plus je gagnais, plus ils voulaient, et pas une fois ça n'a semblé être à moi. Ensuite, il y a eu l'alcool. Au début de la vingtaine, j'ai appris à mes dépens que mon corps ne le supporte pas bien. Une demi-boisson et je suis hors service. Une fois, j'ai perdu connaissance après 2 gorgées de vin. Depuis, rien. Pas même du champagne au mariage. Ma famille l'a toujours su. Mais l'accepter vraiment était une autre affaire. Allez, juste un peu. Ne sois pas si coincé. Ce n'est pas comme si tu étais allergique. Je refusais. Il levait les yeux au ciel comme si j'étais déraisonnable. Mais ce n'était jamais vraiment à propos de la boisson. C'était à propos de la facilité avec laquelle ils me rejetaient quand ça ne leur convenait pas. Quelques années dans ma carrière, j'ai obtenu une promotion intermédiaire. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était un vrai pas en avant. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Ma mère a répondu « C'est génial. Alors, combien gagnes-tu maintenant ?» Puis est venue « Penses-tu pouvoir soutenir le semestre à l'étranger de ta sœur ?» Elle est si excitée à ce sujet. Pas de félicitations, juste la même routine. Demander, attendre, passer à autre chose. Alors j'ai arrêté de dire oui. Il n'y a pas eu de grands discours sur les limites. J'ai juste arrêté discrètement. Plus de juste cette fois, plus de traiter mon compte bancaire comme un pot commun. Peut-être que je lui prendrai encore un café de temps en temps. Mais le rôle de sponsor? À la retraite. Et puis est venu le silence. Pas de message, pas d'appel, juste ce lourd silence qui semblait encore bruyant,
comme s'ils me punissaient par leur absence. Des semaines ont passé. Puis le silence s'est fissuré. Ta sœur a besoin d'aide. C'est sérieux. Ils ont avancé un chiffre. 12 000 euros. Ils n'expliquaient pas pourquoi. Seulement qu'elle en avait besoin. Que je pouvais me le permettre. Que j'étais sa sœur. J'ai refusé. Ils ont continué à pousser. Alors je l'ai appelée directement. Et c'est là que la vérité est sortie. Elle avait joué. Elle avait perdu. Maintenant, elle devait de l'argent. De l'argent qu'elle ne pouvait pas payer. Elle était en finance maintenant. Si ça se savait, ce ne serait pas seulement un emploi perdu. Ça mettrait fin à sa carrière. Personne n'embauche quelqu'un avec un dossier de jeu dans ce domaine, a-t-elle dit. Si les gens l'apprennent, je suis fini. J'ai demandé. Est-ce que ça s'est déjà produit avant? Elle n'a pas répondu. Mais je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je lui ai dit franchement, non, pas plus tard. Pas en partie, juste non. Je t'aide depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ai-je dit. Mais ça, je ne le couvrirai pas. Pas cette fois. Plus jamais. Elle m'a traité de froide. M'a dit que je ne comprenais pas. Peut-être avait-elle raison, ou peut-être que je ne voulais plus. Après ça, ils m'ont coupé. 3 semaines de silence total. Puis, le lent retour. Un mème forwardé de mon père, une photo du jardin de ma mère, un TikTok de ma sœur sans légende, et finalement, une invitation. On fait un dîner, juste la famille, j'espère que tu viendras. Pas de mention de l'argent, pas d'excuses, juste le dîner. Je me suis convaincu qu'il l'avait accepté, qu'il s'était fait à ma position. Alors quand ils m'ont demandé de venir, j'ai dit oui. Mais quelque chose chez Marc semblait bizarre. Sa voix était atténuée, presque sans émotion. Mais il y avait de la tension enfouie dessous. « C'est le jus », a-t-il dit calmement. « Je pense qu'ils ont mis quelque chose dedans. De l'alcool, peut-être? Ou autre chose? Je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'ils prévoient que tu t'évanouisses. » La pièce autour de nous était complètement silencieuse. Sol en carrelage blanc. Le faible bourdonnement d'un ventilateur de plafond, des cliquetis distants de couverts du rez-de-chaussée. Je n'ai pas répondu. Pourquoi? Ai-je finalement demandé. Un autre bref silence. Ils veulent déverrouiller ton téléphone, utiliser ton empreinte digitale. J'ai pris le verre, l'ai incliné légèrement et ai donné un petit sourire. Ça goûte comme, je me souviens, ai-je dit, mais je n'en ai pas bu une goutte. Plus tard, j'ai demandé nonchalamment, est-ce que c'était quelqu'un qui se garait dans l'allée? Tous se sont tournés pour regarder. C'est là que j'ai discrètement glissé le verre sous la table, l'ai incliné et ai laissé le jus s'écouler dans la moquette. Pas tout, juste assez pour que ça passe. Ça s'est imprégné rapidement. Je me sens bizarre, fatigué. Ma mère s'est penchée. Ses yeux étaient tout douceur et inquiétude, comme si on jouait à un nouveau jeu maintenant. « Ça va ?»« Oui, » ai-je dit, juste un peu étourdi. Je pense que j'ai besoin de m'allonger 1 minute. Personne n'a hésité. Ils m'ont aidé jusqu'au canapé comme si j'étais précieuse, comme s'ils étaient des soignants, pas des voleurs. Je me suis allongé et fermé les yeux et essayé de ne pas penser à la vitesse à laquelle battait mon cœur. Juste respirer, régulièrement, lentement, ne pas tressaillir. Le coussin du canapé était chaud sous mon épaule. Quelqu'un a drapé une couverture sur mes jambes et puis je l'ai entendu. « Est-ce qu'elle dort ?» a murmuré ma mère. « Oui, elle est KO, a dit ma sœur. « Ok, a répondu mon père. Faisons ça vite. » J'ai entendu le son de mon téléphone étant ramassé, puis quelque chose de pire, des doigts se refermant autour de ma main, mon pouce étant soulevé doucement, mais avec détermination, ma peau pressée contre le capteur. Une pause, puis une faible vibration. Déverrouillé, il y avait quelque chose d'horriblement discret là-dedans. La coordination décontractée, le fait qu'ils n'hésitent pas, ils l'ont juste fait. « Ok », a murmuré ma sœur, « on est dedans. » Plus de tapotement, le son de numéro étant entré. « Numéro de routage », a dit mon père sous son souffle. Elle a tout sauvegardé. « Combien on fait ?» a demandé ma mère. « Pas tout », a dit mon père. « Juste assez pour régler ça. » « Régler quoi ?»
J'ai gardé ma respiration régulière. J'ai gardé les yeux fermés. Elle ne saura même pas. Ma mère a dit, si ça passe proprement, elle pensera qu'elle l'a transféré elle-même. Je vous l'ai dit, a dit ma sœur. Elle s'évanouit toujours après une boisson. On avait juste besoin qu'elle dorme pendant. Voilà, à voix haute. Tous les trois ensemble. Un tape, une pause. Ça demande un code, a dit ma sœur. Code, a dit ma mère. Vérification en 2 étapes, a marmonné ma sœur. Elle l'a changé. Mon père a juré sous son souffle, un soupir doux et irrité. Essaie une autre appli. Tapotement. Encore des tapotements. Pareil. Tout est verrouillé. Ils sont restés silencieux une seconde. Puis ma mère a dit « Remets juste le téléphone ». Ils l'ont fait. Pas d'excuses. Pas de doute. Pas d'hésitation. J'ai attendu. Leur ai donné de l'espace pour s'asseoir à nouveau, se rassurer. Puis, j'ai ouvert les yeux. Me suis assise lentement et clignée comme quelqu'un se réveillant d'une sieste légère. « Désolé », ai-je dit. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai l'impression d'avoir perdu connaissance une seconde. Ils m'ont regardé comme s'ils ne savaient pas ce que j'étais. « Tu es sûr que ça va ?» a demandé mon père. « Oui », ai-je dit. « Je pense que j'ai juste besoin d'air frais. » J'ai ramassé mon téléphone, l'ai tenu comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas été tourné contre moi. En fait, je pense que je vais rentrer. J'ai du travail tôt demain. Ils ont hoché la tête. Pas de protestation. Pas d'offre maladroite de me raccompagner. Juste un cœur doux de « Merci d'être venu. Rentre bien. Fais-nous signe quand tu es arrivé. » Comme si on n'avait pas franchi une ligne dont on ne pouvait revenir. À la porte, on s'est embrassés, comme toujours. Ma mère, mon père, ma sœur, l'un après l'autre. Ce n'était pas prévu. Ça s'est juste passé. Habitude, tradition, réflexe. Et dès que ça a commencé, quelque chose s'est brisé. Le parfum de ma mère, la veste de mon père, la main de ma sœur effleurant mon bras, des choses normales, familières et toutes empoisonnées. Maintenant, je le sentais monter dans ma poitrine. Ce poids que je ne savais pas comment porter. C'est la dernière fois, ai-je pensé. C'est la dernière fois que je les embrasse. Après ce soir, on ne revient pas de ça. J'ai presque pleuré. Je ne l'ai pas fait, mais presque. J'ai reculé et souri comme si je ne me brisais pas. « Merci pour le dîner », ai-je dit. Ils ont souri. J'ai ouvert la porte et je suis parti. Je ne leur ai pas dit ce que je savais. Je ne leur ai pas demandé ce qu'ils avaient mis dans le verre. Je n'ai pas dit un mot. Mais avant de sortir de la salle de bain ce soir-là, j'ai fait exactement ce qu'ils n'avaient pas prévu. Je ne les ai pas empêchés d'entrer dans mon téléphone. Je l'ai rendu facile. J'ai laissé l'accès par empreinte digitale exactement où ils l'attendaient. Ce que j'ai changé, c'est la sécurité de ma banque. J'ai ajouté une authentification à 2 facteurs, pas le genre facile, une vraie vérification, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas simuler avec mon pouce. Donc quand ils ont essayé de transférer de l'argent, l'appli a enregistré la tentative, arrêté la transaction et laissé une trace. Et puis j'ai mis en place l'enregistrement, pas avec une lumière rouge évidente ou un point clignotant. S'ils avaient vu ça, ça n'aurait pas marché. Mais je sais comment faire tourner l'audio en arrière-plan. Pas de notification, pas d'appli visible, rien à l'écran. C'est la partie qu'ils n'ont pas comprise. Je travaille dans la tech. Je construis des systèmes pour des gens qui essaient de déjouer d'autres gens. Et je savais exactement ce qu'ils négligeraient. Pendant qu'ils déverrouillaient mon téléphone et essayaient de me voler, ils s'enregistraient en le faisant. Chaque mot, chaque tentative, tout. Ils pensaient que j'étais inconsciente. Mais la vérité, c'est que j'étais en avance sur eux avant même de revenir à table. J'ai conduit jusqu'au commissariat comme si j'allais à l'épicerie. Pas vite, pas tremblante, juste stable. Je me suis garé, suis entré et fait la queue derrière un type qui posait des questions sur des contraventions de stationnement, et puis j'ai dit à la femme derrière la vitre que j'avais besoin de signaler un délit. Elle a demandé « De quel genre ?» « Ils m'ont drogué », ai-je dit, et ont essayé de me voler. J'ai l'enregistrement. Elle a cligné des yeux. « Savez-vous qui l'a fait ?»« Oui, ai-je dit. Mes parents et ma sœur. » C'est là qu'elle a arrêté de cligner. Ils m'ont donné une chaise dans une pièce calme, avec un officier qui n'a pas demandé pourquoi je n'étais pas allé à l'hôpital ou pourquoi je ne pleurais pas. Il a juste écouté. J'ai joué le clip audio.
Il l'a écouté en entier avant de demander « Réalisez-vous ce qu'ils essayaient de faire ?»« Oui, ai-je répondu, ils en avaient après mon argent. Je lui ai forwardé le fichier et pointé les horodatages et les guidé à travers les logs d'activité sur mon appli bancaire. Il a hoché la tête souvent, a noté quelques notes et a tapé soigneusement dans un système informatique qui semblait dater d'au moins une décennie. « C'est sérieux », a-t-il dit. J'ai haussé légèrement les épaules. Oui, ça l'était. Il a demandé si j'allais bien, si j'avais un endroit où rester et si j'avais besoin de soutien. Je lui ai dit que j'étais déjà parti. C'était ma première fois à déposer une plainte à la police, mais je ne me sentais plus effrayé. Plus maintenant. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré sans arrêt. 3 messages et un message vocal, tous avant midi. Le premier était de ma mère. « As-tu vraiment signalé ta propre famille ?» Puis, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je n'ai pas répondu. Ma sœur a laissé un message vocal. Sa voix semblait tendue, presque tremblante. C'était juste une erreur. Tu l'as rendu pire que nécessaire. Ensuite est venu un appel de mon père. Je l'ai laissé aller sur messagerie aussi. « Tu penses que les flics vont arranger ça ?» a-t-il dit. « Tu vas tout détruire. On ne fait pas ça à sa propre famille. » J'ai répondu par texto une fois. « Vous m'avez drogué. Vous avez essayé de me voler. Ce n'est pas de la famille, c'est un crime. » Puis je les ai bloqués, tous, maman, papa, ma sœur, chat de groupe, tous les contacts, même les contournements d'urgence. J'ai changé mon numéro de téléphone, réécrit mon testament, gelé mon crédit, au cas où. Je pensais que couper les liens ferait plus mal, mais non. Ça m'a donné l'impression de pouvoir enfin respirer. Ils n'ont pas contesté les accusations, pas après l'audio, pas après les tentatives bancaires, synchronisées parfaitement avec les horodatages, pas après que le détective ait dit « on peut gérer ça à l'amiable ». Tentative de fraude, utilisation abusive de biométrie, complot, administration d'une substance sans consentement, tous les 3, ensemble. L'enregistrement disait tout ce que je n'avais pas à dire. Ils ont eu une mise à l'épreuve, 1 an, des amendes, des travaux d'intérêt général, interdiction de contact, pas de prison. Mais la tâche est restée. Je n'ai jamais tendu la main, jamais demandé comment ça s'était terminé. Mais les nouvelles vous trouvent, éventuellement, une cousine du côté de mon père a mentionné qu'ils avaient vendu la maison. Dettes, frais légaux, essayant de sauver ce qui restait. Personne dans la famille n'a réagi. Juste le silence. Quant à ma sœur, je l'ai vue une fois, par hasard, dans un supermarché de l'autre côté de la ville. Elle ne m'a pas remarqué. Ou peut-être que si. Et elle a juste continué à fixer l'étagère comme si elle contenait toutes les réponses. Elle portait un polo et un gilet, en train d'empiler des essuie-tout, évitant tout contact visuel. Je suppose que la finance n'était pas le bon choix, après tout. Je n'ai rien dit. J'ai juste payé mes pâtes et suis sorti. Son petit ami? Parti. Je l'ai entendu d'une connaissance mutuelle. Pas quelqu'un de proche, juste quelqu'un qui suit encore tout le monde. Apparemment, il a déménagé quelques semaines après que tout ait éclaté. Pas de drame. Juste fait ses valises et disparu. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Elles parlent d'elles-mêmes. Et moi, je ne reçois plus de messages demandant de l'aide, plus de chats de groupe, plus de culpabilité servie comme devoir. Je travaille. Je dors. J'ouvre mon frigo et sais que chaque chose dedans a été achetée par moi, pour moi. Je pensais que rompre les liens serait dur. Au lieu de ça, ça semblait propre. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop loin ou pas assez? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus.